Bonsoir les amis, j'espère que vous portez bien et que vous avez passé une très bonne journée. Alors désolé pour ce silence, je suis de retour. Il fallait se ressourcer un peu et je vous reviens en pleine forme. Et je profite déjà de l'occasion de cette reprise pour saluer et encourager tous les créateurs de contenu ayant un rapport avec la santé et le bien-être. Et je vais quand même m'amuser à citer quelques noms. Je dirais Naomi, Yehusha, Aldo, bonsoir. Docteur Monique, bonsoir. Donc je disais Naomi, Yehusha, Docteur Marina Kwesi, Josafa et Abisek. Alors si vous avez des noms, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire pour qu'on puisse leur rendre hommage et les encourager dans tout ce qu'ils font. Alors ce soir, pour la reprise, nous parlerons de l'insuffisance rénale et j'ai le plaisir de recevoir Mathilde Dola, bonsoir, de recevoir un brillant néphrologue, un ami et frère, Dr Christian, que je vais de ce pas inviter. Anna Nyansounou, bonsoir. Mathieu Pam, bonsoir. Dr Christian. Ah oui, c'est clair. Alors, Dr Christian, est-ce qu'il est avec nous? Christian? Fatima Guissé, bonsoir. Alors, nous allons parler de l'insuffisance rénale, et qui est une pathologie, qui est une maladie silencieuse. Et quels sont les symptômes, comment prévenir l'insuffisance rénale, les traitements, et est-ce que l'insuffisance rénale se soigne? Toutes les questions autour de l'insuffisance rénale ce soir, nous allons les aborder avec Dr Christian. Alors, qu'on a du mal à voir. Bon, comme le dirait l'autre, ce sont les aléas du direct. Dr Christian, bienvenue à ceux qui viennent de s'abonner. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dr Ismaël Hassani. Je suis hépatogastroentérologue exerçant actuellement au Sénégal. Et comme vous l'avez bien remarqué sur la page, nous ne parlons pas que de la gastroentérologie. Nous avons et a trait au bien-être et à la santé. À ceux qui viennent de s'abonner, bienvenue aux nouveaux abonnés. Ceux qui ne me connaissent pas. Christian, tu peux couper de la famille. Je suis hépatogastroentérologue. Christian? Oui. Voilà. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, je te laisse te présenter et puis voilà. Sans faute. Ça marche. Donc, bonsoir tout le monde. Je suis Christian Ronson, médecin néphrologue et très vieil ami de notre cher et bien-aimé Ismaël. Alors, ce soir, tu nous diras tout sur l'insuffisance rénale. C'est bien ça? C'est ça. Alors, on va essayer de parler de l'insuffisance rénale qui reste un sujet délicat. Donc, j'espère que les questions seront nombreuses. Voilà. Très bien. Alors, ma première question. Quel est le rôle des reins? Alors, déjà, on a tous normalement deux reins qui sont situés dans la cavité abdominale et qui jouent beaucoup de rôles en réalité. Pour l'occasion, on va essayer de simplifier le message et donc de préciser que les rôles de nos reins se regroupent en trois catégories. La production des urines qui est le rôle le plus connu, on va dire. Le deuxième rôle va être l'équilibre du milieu intérieur. Ça, c'est un peu plus délicat, mais ça s'explique sans trop de difficultés. Et le dernier rôle est un rôle
hormonale, on va dire, par la sécrétion de diverses hormones qui sont extrêmement importantes dans la vie au quotidien et dont on ne prend pas forcément la mesure parce qu'on ne sait pas l'origine et qu'on ne sait pas que ce sont les reins qui produisent ou qui participent au métabolisme de ces hormones-là. Donc voilà un peu. Alors, pour résumer, les reins participent à la stabilité de l'organisme et au maintien de l'équilibre. Exactement, voilà. Alors, tu as dit quelque chose qui a attiré mon attention. Tu as donné la situation anatomique des reins. Tu as dit que les reins sont dans la cavité abdominale. Alors, c'est aussi l'occasion pour nous de clarifier certaines choses parce qu'il y a certaines personnes qui ont tendance à croire que les reins sont dans le dos, en bas du dos. Ils disent souvent quand on a mal dans le dos, ils disent j'ai mal aux reins. Alors attention, c'est pas les reins. Docteur Christian, on est bien d'accord. Tu vas peut-être que tu vas rajouter. On est totalement d'accord. Alors, c'est un gros, on va dire, une anecdote très régulière qui vient en consultation. En gros, les maladies rénales qui peuvent vous donner une douleur ne sont pas très nombreuses. Et donc, la plupart des gens, quand ils ont mal au dos, qu'ils ont un lumbago, qu'ils ont une douleur aux hanches classique, disent j'ai mal au rein. Mais les maladies rénales qui donnent des douleurs sont vraiment très particulières. On ne va pas forcément toutes les énumérer. On a les lithiases rénales, les calculs, pour faire simple. On a certaines maladies génétiques qu'on appelle la polykystose, qui donnent également des douleurs. Et donc, les pathologies qui sont sources ou responsables de douleurs, c'est bien tout ça, toute la difficulté de notre discipline. C'est que les maladies rénales évoluent la plupart du temps à bas bruit. Lorsque vous avez des signes, c'est qu'on est déjà arrivé à un stade très avancé et malheureusement que les complications sont installées. Donc voilà. Très bien, stade très avancé. Alors, c'est en ce moment qu'on parle de l'insuffisance rénale. Alors, dis-nous alors, c'est ça. C'est quoi l'insuffisance rénale? Alors, donc l'insuffisance rénale, on peut la définir simplement en disant que ça va regrouper l'ensemble des signes, notamment des signes biologiques, en rapport avec une dysfonction de nos reins. Voilà, aussi simplement que ça. En pratique clinique, je veux dire au quotidien, comment ça se dépiste, ça va être un dosage sanguin de créatinine qui va être au-dessus de la valeur normale attendue. Et donc, dans ce cas-là, on dira au patient qu'il a une insuffisance rénale. Alors, on entend dire qu'il y a insuffisance rénale aiguë et insuffisance rénale chronique. Alors, quelle est la différence entre ces deux types d'insuffisance rénale? Ça va être dans la durée d'évolution de la maladie. En vrai, ça reste très, très, très théorique puisque dans la vraie vie, il est difficile d'établir ce qu'on appelle les antériorités du patient. Tous nos malades ou toutes les personnes qui consultent n'ont pas forcément un examen, un bilan sanguin qui date de 3 mois, de 6 mois, de 1 an, etc. C'est ça qui permet d'établir l'antériorité, de pouvoir dire effectivement, votre bilan, monsieur, madame, était normal il y a 3 mois, il y a 6 mois. Et donc, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, au moment où vous consultez, est une situation qui est aiguë. Et c'est ce qui définit en réalité l'insuffisance rénale aiguë, c'est son caractère brutal. Et l'insuffisance rénale chronique, elle évolue un peu plus à bas bruit, s'étale sur plusieurs mois. Donc, en gros, on va avoir une insuffisance rénale qui est dite chronique lorsqu'on a une durée d'évolution supérieure à 3 mois et aiguë lorsque la découverte est soudaine, brutale. Sauf que, comme je disais, dans la vraie vie, c'est pas aussi carré parce qu'on a régulièrement des insuffisances rénales aiguës qui viennent sur des insuffisances rénales chroniques parce que, voilà, la vie est ainsi faite. On a un malade qui est régulièrement suivi et qui peut, malgré sa maladie de base, qui ici va être la maladie rénale, peut avoir d'autres types de complications. Si c'est une dame, elle peut tomber enceinte. Si c'est un monsieur, voilà, on peut avoir des accidents, des infections, toute autre chose qui viennent de manière ponctuelle altérer le fonctionnement des reins. Voilà. Alors, maintenant, on va faire un focus sur l'insuffisance rénale chronique qui est
disons, plus grave, je vais dire. Ou Les pas. deux le sont. D'accord. Les deux le sont. Voilà, D'accord. Donc, on va plus parler de l'insuffisance rénale chronique, c'est ça. qui est quelque chose qui a duré dans le temps, C'est même ça. si on peut avoir une poussée aiguë. On va pas peut-être Exactement. rentrer dans les C'est très détails. bien synthétisé. Alors, comment se manifeste l'insuffisance rénale chronique? Bon, c'est assez délicat et c'est bien ce que je disais tout à l'heure. On a une discipline qui fait face à, ou en tout cas, on doit faire face aux patients en leur expliquant que la plupart du temps, il n'y a pas de symptômes. Tu vois? C'est ça qui est délicat parce que en réalité, comme je disais au début, on a deux reins. Voilà. Petite parenthèse, il est important de noter qu'on peut vivre avec un seul rein. C'est très, très, très important pour comprendre la suite. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut faire un don d'un de ses reins à quelqu'un proche, etc., de la famille, qui en a besoin dans le cadre de son traitement. Donc, je disais, on a deux reins. Dans notre langage néphrologique, on parle de néphron. Donc, le néphron, ça va être la petite entité fonctionnelle à l'intérieur du rein qui fonctionne. Euh, il faut savoir que à peu près chaque adulte a 1 million de néphrons, donc la petite unité fonctionnelle dans chaque rein. Chaque adulte a 1 million de néphrons. Au fur et à mesure que la maladie s'installe, les néphrons vont être détruits progressivement, et on a une espèce en fait de compensation qui va s'effectuer euh, au fil du temps, qui permet au corps, puisque dans l'absolu on peut vivre qu'avec un rein, quand vous partez d'un capital initial qui est double, vous avez le temps de griller la moitié, entre guillemets, avant, et même jusqu'à 70% en réalité, voilà, avant de voir apparaître les premiers symptômes. Donc, il ne faut pas, c'est très important, se dire qu'on n'a pas de symptômes, ou bien comme on l'évoquait tout à l'heure, on n'a pas de douleur dans notre contexte social, culturel, etc. Quand on est malade, on a mal. Voilà. Là, typiquement, on est sur une pathologie qui est totalement indolore, qui évolue à bas bruit, c'est-à-dire pas de symptômes pendant un certain temps, et qui, au moment où les symptômes apparaissent, sont euh, assez peu nombreux. On va évoquer quelques-uns. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle des œdèmes, c'est-à-dire une rétention d'eau, les pieds qui gonflent, le visage qui gonfle le matin, le corps qui en prend beaucoup de poids. On a également des troubles de l'urine, que ce soit dans la quantité ou dans la qualité, la couleur, etc., des urines que vous émettez quotidiennement. Le malade vous décrit très bien hein, que au fur et à mesure que la maladie s'est installée, je pissais, puis ensuite j'ai constaté que je pissais un peu moins, ainsi de suite. Voilà. Donc au fil du temps s'installe une anomalie du volume également des urines. Et bien évidemment, à côté de ces symptômes qui sont un peu des symptômes généraux, on va avoir les symptômes de la maladie causale. Quand vous êtes diabétique, bah, vous avez les complications du diabète puisque la maladie rénale, on va le voir dans les étiologies, fait partie des complications. Donc, vous avez la complication rénale et vous avez toutes les autres complications du diabète. Ça va être la même chose pour l'hypertension, ça va être la même chose pour une maladie prostatique, pour une drépanocytose, par exemple, pour rester collé à notre contexte. Et donc, on a les symptômes de la maladie qui est à la base et les symptômes généraux de dysfonctionnement des reins. Alors, donc, pour résumer en quelque sorte, l'insuffisance rénale évolue à bas bruit. Très bien. Et quand on a des symptômes, ça veut dire qu'on est arrivé à un stade, disons, avancé de la maladie. Et ces symptômes, tu nous as donné quelques-uns. C'est les œdèmes, les pieds qui se gonflent, le gonflement des pieds et le visage également. Le visage peut gonfler, tout le corps peut gonfler, on peut avoir vraiment une rétention d'eau très, très, très importante. On peut prendre jusqu'à 20-30 kilos. Que d'eau, voilà. Donc, c'est assez visible quand on arrive à ce niveau que quelque chose ne va pas en réalité.
Ce que je voudrais rajouter sur la partie symptômes, c'est qu'en réalité, comme j'aime bien le dire, mon travail tourne autour de trois axes principaux. On va faire de la prévention, informer, conseiller, orienter. On va faire du diagnostic, c'est-à-dire que dès que le patient va avoir des symptômes ou qu'il va être à risque d'eux, on va également faire de la thérapeutique. Donc là, ce sera plutôt de gérer les complications de la maladie. Donc ce que je voudrais préciser, c'est si vous êtes déjà à risque d'avoir des maladies, si vous avez un terrain qui s'y prête, ou si vous avez un certain âge, on va dire à partir de 30 ans, c'est la partie où on est dans la vie active, qu'on fait plus vraiment très attention, qu'on se dit qu'on est toujours invincible comme on était adolescent là. Alors que non, on a des facteurs de risque qui s'installent, on est sédentaire, on fait plus beaucoup de sport, on mange un peu n'importe quoi, on boit beaucoup. Et donc, l'un dans l'autre, on commence à développer ce qu'on appelle des facteurs de risque cardiovasculaire qui vont participer à l'installation d'autres maladies, dont la maladie rénale. Et donc, dans ces cas-là, je crois que ce qui est important, ou ce qu'il faut retenir, c'est faites régulièrement des bilans, faites-vous consulter. Pas besoin d'aller chez le néphrologue, hein. Il faut il faut pas forcément aller chez le néphrologue pour faire un bilan de santé. Vous faites un bilan de santé classique dans lequel votre médecin pourra éventuellement insérer un bilan rénal pour dépister, parce qu'il vaut toujours mieux anticiper sur la maladie rénale. Donc voilà un peu. Alors, dépistage. Je pense qu'on va revenir un peu plus tard sur le dépistage, C'est ça, qui nous oui. dira le rythme de surveillance en griffe, le contrôle qu'il faut faire. Et je pense, tu nous diras aussi quels sont les examens qu'on peut déjà demander pour avoir une orientation, c'est-à-dire pour surveiller un peu la fonction des reins. Mais avant cela, tu as évoqué tout à l'heure les étiologies, tu as parlé du diabète, de l'hypertension artérielle. Alors, dis-nous, quelles sont les causes de l'insuffisance rénale, de maladie rénale chronique, si tu veux? Quelles sont les causes? On va passer peut-être des principales C'est ça, aux... on va pas parler des principales. Oui. Donc, en gros, dans la pratique quotidienne, ce qui est le plus souvent retenu, ça va être les deux principales causes qu'on a citées tout à l'heure, le diabète et l'hypertension artérielle. Pourquoi c'est comme ça? On a une troisième rubrique, hein, ou bien même une quatrième rubrique. La troisième, ça va être les maladies rénales elles-mêmes. Et enfin, les autres pathologies. Donc, ce que je veux dire, c'est pourquoi ces deux principales maladies, alors que ce sont des pathologies qui sont connues, faciles à traiter relativement, mais qui sont des maladies chroniques. On va refaire une petite parenthèse d'anatomie pour dire que on le sait très peu, mais les reins, c'est vraiment un peloton vasculaire, on dit dans le jargon médical, mais il faut pas, il faut le voir comme un paquet de petits vaisseaux sanguins qui sont entremêlés. Et donc, c'est important. Pourquoi? Parce que une fois que vous avez visualisé ça comme ça, vous comprenez évidemment que toutes les maladies, quelles qu'elles soient, qui vont avoir un impact sur vos vaisseaux sanguins, donc notamment le diabète avec les complications micro et macrovasculaires, et l'hypertension artérielle, bah, elles vont avoir un retentissement sur vos reins. Parce que les reins reçoivent, c'est vraiment deux petites boules, hein, c'est pas grand-chose dans le corps. Ça reçoit 20% du débit sanguin cardiaque. C'est-à-dire que quand votre cœur pompe une fois, le 1/5 va que dans les deux petites boules. C'est énorme. Donc, les reins sont hyper vascularisés et donc tout ce qui va avoir à interférer avec la vascularisation en général va également avoir des impacts sur vos reins. Donc, c'est pour ça que c'est très important que les patients qui ont ce type de pathologie aient un suivi plus régulier, des contrôles réguliers et puissent régulièrement dépister la maladie rénale. Une fois qu'on a dit
ça, on met ces deux grands groupes de côté et on s'attaque aux pathologies rénales elles-mêmes. Elles sont plutôt nombreuses. Elles sont plutôt nombreuses, qu'elles soient héréditaires comme la polykystose dont j'ai parlé. Donc là, ça va être une anomalie génétique qui va être responsable de déformation au niveau des reins. Les reins vont grossir, se déformer totalement. Et donc, c'est une maladie qui est pas forcément très connue et pourtant, c'est 10% des insuffisances rénales selon les pays. Et donc, c'est pas négligeable. Elle est cause d'ailleurs elle-même d'hypertension artérielle dont on parlait tout à l'heure. Donc, en dehors de la polykystose et des autres maladies génétiques, on ne va pas toutes les citer. On peut avoir des maladies infectieuses, rénales, une pyélonéphrite, ça s'appelle par exemple, une infection directement au niveau des reins, ou une complication rénale d'autres types d'infections. Là aussi, on ne va pas trop détailler. Et pour finir, on a les causes toxiques. Alors, on va faire une grosse pause. Oui, une grosse pause parce que là... Les causes toxiques, c'est pas forcément ce à quoi on s'attend, de se dire que c'est les gens qui prennent les tisanes, tout ça. Ben non, c'est pas que ça. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a que, en réalité, moi, je prends une petite distance pour ne pas dire que bah, c'est telle tisane qui pose le problème. On reste dans un environnement professionnel africain sous-régional un peu compliqué où on ne peut pas aller au bout des investigations. Par exemple, il y a 2-3 semaines, on a une grosse vague d'insuffisance rénale à l'hôpital où je travaille. Donc, au Bénin, près d'une dizaine de patients, tous avec une insuffisance rénale mais fulminante. Certains ont pu aller jusqu'à la thérapeutique adéquate, d'autres non. On n'en a perdu aucun, heureusement, mais à distance, au bout de 3 semaines, 4 semaines, bah, ils ont tous récupéré. Et pour l'instant, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont pris. Et tu vois, typiquement, chez nous, quand on a une petite fièvre, on dit je fais un petit palu, etc. Donc, on prend à la fois le médicament pour le palu, on prend un petit antibiotique, pourquoi pas deux. On prend quelques anti-inflammatoires parce que, bon, on fait la fièvre, etc. Et si tout ça ne suffit pas, on arrose ça avec la tisane de la maison. Donc, tu as des pathologies toxiques, mais vraiment, sans pouvoir faire ou établir l'imputabilité. C'est-à-dire que, comme tout est mélangé, on ne peut plus dire c'est telle chose qui est le problème. Donc, il y a ce contexte qui fait vraiment barrière à l'évolution de la compréhension que nous avons besoin. On a vraiment besoin de savoir qu'est-ce qui pose les problèmes et ce sera utile pour mieux soigner les gens en réalité. Donc, il y a cette notion-là que j'ai vraiment, je pense qu'il est important de préciser. Ne mélangez pas tout. Si vous voulez tester les petites décoctions de la maison, ben, testez-les. Il y en a qui marchent, hein, d'accord? Donc, testez-les. Mais attendez d'avoir fini avant de rajouter autre chose, sinon vous en mêlez vraiment tout. Et à côté de ça, ou dans la même veine, on a des maladies rénales qui, elles, sont très sournoises, qui sont liées aux anti-inflammatoires ou aux antalgiques de manière générale. Donc, vous avez des prises, je vais parler là à nos sœurs, à nos femmes. Vous avez des prises pluriquotidiennes ou parfois hebdomadaires d'anti-inflammatoires ou d'antalgiques régulièrement. Donc, ce n'est pas de prendre une fois le problème, c'est de prendre souvent, qui crée ce qu'on appelle une fibrose, c'est-à-dire que les tissus au niveau de l'organe sont totalement détruits et ça entraîne à la longue, au bout de 5, 10 ans, 15 ans, une insuffisance rénale et sans un interrogatoire poussé, on n'arrive même pas à établir l'étiologie. Donc, ces causes toxiques-là sont également très présentes et il est important de remettre ça à notre... voilà, au devant des choses pour qu'on puisse en prendre conscience et arrêter un peu d'ingurgiter tout ça parce que effectivement, ça abîme nos reins. C'est aussi l'occasion de
de décourager l'automédication, d'ailleurs. Oui, Et, oui, ça c'est un vaste débat. et, et Euh, il y a aussi on beaucoup est, d'aliments alimentaires, beaucoup. On va pas peut-être, en tout cas, on a fait une grosse pause, effectivement, comme je te mais dis, c'est très compliqué de faire l'imputabilité, de oui, dire que c'est telle chose qui pose le oui, problème. Moi, ce que je recommande simplement, c'est de séparer. oui, Séparer, ne pas mélanger les prises pour que, si ça marche, on sait que c'est ça qui marche. Si ça marche pas, on sait quel est le problème et on a essayé autre chose. Voilà. Pour mhm. que on ne s'embrouille pas à la fois dans le traitement ou bien même dans la compréhension de ce qui nous a Même conduit le à cette diagnostic, insuffisance rénale. Voilà. logique même, oui. Alors, il y avait une question tout à l'heure, docteur Monique, qui demandait, est-ce que, enfin, apparemment, est-ce que la clairance de la créate ne s'applique pas chez le sujet noir? Ça, c'est un peu plus très technique. Pour ceux qui ne sont pas des médecins, excusez-nous pour la question, mais tu nous dis rapidement oui ou non, et on va peut-être continuer en français facile. Non, non, Monique est en train de me taquiner. Non, non, oubliez la clairance, tout ça, voilà, c'est des trucs techniques, on reste dans le... Alors, pour résumer les causes, les principales, Voilà, donc les hypertension, principales causes, on va diabète, avoir les maladies générales, les quelles maladies, qu'elles soient, diabète, les maladies, hypertension, parfois d'autres, hein, lupus, rhumatisme articulaire. Il y a beaucoup de maladies générales. Les oui, maladies rénales propres, qu'elles soient d'origine toxique, infectieuse, génétique. Voilà. Et il y a toutes les maladies, comme je disais également, qui ont un retentissement rénal. On peut avoir des pathologies qui évoluent séparément, puis qui à terme ont un retentissement rénal. Et pour finir, on a les causes obstructives. Dans le contexte qui est le nôtre également, c'est important d'en parler. Adultes jeunes en pleine période d'épanouissement, 40 ans à peine, qui commencent à avoir des pipis multipliés la nuit, il faut consulter. Il faut consulter parce qu'on a des cas de plus en plus jeunes de pathologie obstructive. Obstruction, c'est que ça bloque, hein, ça bloque l'écoulement de l'urine. Et donc, sachant que les urines sont fabriquées dans les reins en haut, s'écoulent tout doucement dans les uretères jusqu'à être dans la vessie, un peu d'anatomie. Et donc, quand ça bloque en bas, que ce soit la prostate ou bien même chez les femmes, les pathologies myomateuses utérines qui peuvent également faire obstruction. Donc, les pathologies obstructives, elles se traitent et il est important, quand on commence à avoir des signes, de se rapprocher de son médecin. alors, d'où la prochaine question. Peut-on guérir d'une insuffisance rénale? Je suppose que tu vas me dire c'est en fonction des causes. C'est bien ça. Absolument pas. C'est pas du tout ça. Ça va être un peu plus nuancé, effectivement. Oui. Puisqu'on est là sur le sujet, tu me corriges si je me trompe, d'une insuffisance rénale qui est chronique. Voilà. Donc, parlons effectivement, insuffisance rénale Bien. chronique. Peut-on guérir d'une insuffisance rénale chronique? C'est réponse nuancée. Alors, j'y vais tout doucement. Les reins sont différents ou les organes en général sont différents. Vous coupez vos ongles, ils poussent. Vous coupez votre barbe, vos cheveux, ils poussent, sauf si vous êtes chaud comme Sauf moi. Là. voilà. Excusez. Ils poussent. Vous coupez un bout du foie, il va pousser. Les reins ne poussent pas. D'accord? Donc, je le disais au début, on a un capital néphronique initial. Donc, au fur et à mesure qu'on grignote dedans, ça ne se régénère pas. On a une compensation physiologique ou fonctionnelle, ça s'appelle, qui permet aux reins de grossir. Les néphrons, les petites entités dont on parlait tout à l'heure, fonctionnelles, vont grossir pour faire un travail complémentaire pour un peu colmater les brèches des autres qui ne fonctionnent Mhm. plus. Mais à un moment, ils vont être dépassés. Donc, à partir du moment où tous les mécanismes internes de compensation sont dépassés, on rentre dans la maladie de plein pied, donc, et le traitement devient nécessaire. Donc, est-ce qu'on peut guérir de quelque chose qui est irréversible? Voilà. Oui. Alors, comment traiter une insuffisance rénale chronique?
Voilà. Donc là, ça va être beaucoup plus simple en fonction du stade d'évolution. Monique parlait La clairance. de formules, de clairance, tout ça. Voilà. Donc on laisse les gens tranquilles avec la clairance. On fait simple. Donc on va avoir des stades d'évolution différents avec des gravités différentes. Donc vous arrivez à un stade avancé qu'on appelle nous stade terminal, mais c'est un terme un peu catastrophique pour dire que c'est la fin. Mais en réalité, c'est la fin du parcours de la maladie et c'est le moment où on est obligé de venir accompagner. Ça s'appelle des techniques de suppléance rénale. Et vraiment, quand on l'entend comme ça, on comprend qu'on vient suppléer au fonctionnement rénal. Et donc, pour soigner l'insuffisance rénale en fonction de votre stade d'évolution, on a donc diverses techniques de suppléance, que ce soit la greffe rénale, qui est évidemment ce qui est le plus confortable, mais qui reste très peu accessible dans nos pays financièrement, de manière technique également. Ça reste peu accessible pour l'instant. Et on a tout ce qui va être technique de dialyse. Donc, technique de dialyse, ça va être grâce à un dispositif de simplement pouvoir compenser toutes les fonctions défectueuses, en tout cas pas toutes, mais la grande majorité, puisqu'on a dit dans les fonctions des reins que les reins fabriquent les urines. Les urines, c'est le sang débarrassé de tous nos déchets. Donc, la technique de dialyse va permettre, grâce à des technologies quand même assez pointues, parce que la dialyse a vraiment, vraiment bien évolué ces dernières années. Donc, soit on va être dans hémodialyse, ce qui est beaucoup connu, ou dans la dialyse péritonéale. On va définir un tout petit peu pour mettre tout le monde à l'aise. Donc, la greffe rénale, on sait, on prend un organe qui appartient à quelqu'un d'autre, on met à quelqu'un, on met quelques médicaments avec pour que le corps puisse accepter, tolérer le nouvel organe. Donc, ça, c'est la greffe. La dialyse, ça va être de permettre, soit quand c'est hémo, c'est le sang, d'accord? Donc, de permettre à un dispositif externe, à l'aide d'un circuit extracorporel. Donc, on va chercher le sang du patient. Le patient est vivant, hein, je vous rassure. On va chercher son sang, on met dans la machine nettoie le sang et restitue au patient. Et on fait ça un certain nombre de fois dans la semaine. Ça, c'est pour l'hémodialyse. C'est un peu plus lourd. Ça se fait souvent, pas toujours, mais souvent en centre médicalisé. Ça impose au patient un certain rythme, donc il faut venir à l'hôpital ou il faut aller en centre de soins. Quelques patients arrivent à le faire à la maison, hein, mais la plupart, c'est plutôt en extérieur. Et l'autre technique, ça va être la dialyse péritonéale. Là, le malade, il est totalement autonome. Il faut savoir que le corps humain, il est génial. Donc, on a quelques parties à l'intérieur du corps humain, dont le péritoine. C'est une fine membrane qui va engainer, emballer tous les organes qui sont dans le ventre. Ça s'appelle le péritoine. Et donc, cette membrane-là est utilisée, mise à contribution dans la technique de dialyse péritonéale. On met un liquide dans le ventre. Le patient est vivant, il n'est pas au bloc opératoire, il est vraiment à la maison, il est en ambulatoire, on dit. Donc, on met le liquide infuse, le liquide reste dans le corps pendant une certaine durée. Et donc, pendant ce temps-là, les échanges vont se faire, tout ce qui va être toxines, déchets, nutriments. Donc, il y a un échange de part et d'autre de la membrane. Et à la fin, le malade ressort le liquide de son ventre. Ça paraît un peu barbare, hein, mais voilà. C'est plutôt très, très, très facile à faire, à mettre en œuvre aujourd'hui. Comme je disais, les techniques de dialyse ont énormément évolué. Moi, je suis très, dans ma pratique quotidienne, très focus sur la qualité de vie parce que je considère que la pathologie, elle est lourde. Elle est lourde, elle nous désinsère socialement, dans le cocon familial comme dans le milieu professionnel. Et donc, il faut veiller à ce que le malade soit autonome, qu'il puisse retrouver de la capacité physique pour aller se valoriser ailleurs, aller travailler, avoir une activité sociale qui reste humanisante, en fait, pour compenser un peu ce qui est perdu du fait de la maladie. Voilà. Donc, rassurez-vous, le malade va bien.
alors ce qui me fait penser à enfin, des réalités en fait sur le terrain, on a souvent du mal à accéder à la dialyse. Je veux dire, les patients. Oui, Alors, ouais, quelles sont les difficultés, disons, liées euh, à la dialyse du point de vue du patient aussi, parce que on se met du côté du patient et aussi du côté du soignant. En tant bien que sûr. soignant, quelles sont les difficultés que vous arrivez à avoir et quelles sont les difficultés rapportées également par les patients? Alors, on va commencer par la partie professionnelle. On a une discipline qui est relativement nouvelle comparée à la pédiatrie, à la gynéco, tout ça. On a une discipline qui est, ou bien mal à la gastro, on a une discipline qui est relativement nouvelle et donc la grosse difficulté à titre personnel, c'est la collaboration avec les autres médecins. Il faut que les gens puissent comprendre les enjeux. Tu vois, tu as un gynécologue qui est en post-opératoire d'une simple césarienne, main anti-inflammatoire, alors que la dame, elle a perdu du sang, elle vient d'accoucher, que la physiologie... Pardon? Peut-être qu'il peut être tendu aussi. C'est ça, mais peut-être même pas hein, d'ailleurs. C'est-à-dire que la physiologie rénale pendant la grossesse, c'est un gros chapitre, d'accord? Et donc, il n'y a aucune raison qui justifie qu'ils mettent ce médicament-là à ce moment-là précis. Et donc, on rentre dans une série de complications absolument ahurissantes pour une broutille, entre guillemets. Et donc, c'est très, très, très difficile de pouvoir collaborer convenablement avec un tas, j'ai dit gynéco, hein, mais je peux donner plein d'autres collègues. Et ça nous rajoute beaucoup de stress professionnel et c'est ça qui est, en tout cas à titre personnel, ma difficulté. Parce que j'ai la chance d'avoir un centre qui est parmi, je vais dire, les mieux équipés du pays. J'ai la chance de travailler dans d'excellentes conditions matérielles. Tout n'est pas parfait, mais il y a un investissement colossal qui est fait et voilà. Moi, ça va. Moi, ça va professionnellement, en tout cas par rapport à quel environnement de travail habituel dans nos pays, ça se passe relativement bien. Bon, mais ça, c'est le côté soignant. Le côté patient est beaucoup plus compliqué, comme tu le sais. L'accès aux soins reste vraiment un sujet et c'est pas que financier, hein. Il y a des patients qui ont une assurance ou qui ont une prise en charge, comme on dit dans notre jargon, mais malgré ça, n'ont pas les sous pour venir aux soins. Il faut bien l'intégrer, ça. C'est-à-dire que les gens sont démunis au point où ils n'ont pas de quoi se déplacer pour aller vers le soin qui les maintient en vie. Tu vois à quel point c'est fort. Ok. Ouais. Donc, quand ils viennent, finalement, ils te disent qu'ils n'ont pas de quoi manger. Donc, on parle d'un soin qui est dans l'ordre des 1500 euros par mois. D'accord? C'est 1 million de francs CFA, c'est pas rien. Et même quand ils, enfin, ils ont une prise en charge de l'État, que l'État parvient à financer, c'est pas pour tout le monde, hein, voilà. Il y a encore un volet social, un volet humain qui est totalement rattaché. Donc, comment tu fais pour soigner des gens qui n'ont pas la possibilité de se nourrir? Donc, on rentre dans un espèce de cercle vicieux parce que peu importe la qualité du soin que tu apportes en milieu hospitalier, bah, si le patient ne mange pas, s'il n'a rien, en fait, il se dénutrit et on rentre dans un cercle vicieux qui fait que il va se dégrader. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, la dialyse a extrêmement bien évolué ces dernières années. On a, niveau technologie, fait un pas incroyable dans la qualité des soins qu'on apporte aux patients. Et je connais des dialysés qui ont plusieurs femmes, qui ont plusieurs boulots, qui ont voilà, une vie Les quasi normale. occupations. Voilà quoi. Euh, Oui. et de l'autre côté, tu en as qui sont totalement démunis. Donc, le problème n'est pas le soin. C'est ma compréhension, c'est ma lecture. Le problème n'est pas que le soin, c'est aussi qu'il y a besoin, au-delà de la thérapeutique en elle-même, d'apporter un filet social pour
retenir les gens dans leur environnement au quotidien pour qu'ils puissent aller mieux, quoi. Voilà. S'ils vont mieux là-bas, ils iront mieux dans leur tête, ils seront mieux soignés. Voilà, c'est un cercle vertueux qui s'installe derrière. Alors, quels sont les conseils ou recommandations que tu adresserais à tous ceux qui souffrent d'une insuffisance rénale? On va parler de cela avant de finir avec la prévention pour toute la population. Okay. Oui. La maladie. Ça va être super simple en vrai. Si on vous a déjà une seule fois dépisté une anomalie rénale, quelle qu'elle soit, je vous en supplie, retournez en consultation. Les patients perdus de vue, c'est une détresse émotionnelle absolue pour nous les soignants parce qu'on a fait l'effort de mettre la main dessus une fois et quand on perd le patient, c'est vraiment dramatique parce qu'on a gâché tout. Voilà, pour lui, pour nous, il ne faut pas dire qu'il y a une petite créate élevée, je l'entends même dans la bouche de certains collègues médecins. Oh, la créate n'était pas très élevée, elle était à 18. Ben oui, c'est à ce moment-là qu'il fallait courir, tu vois. C'est pas quand c'est à 100, 200, non. Quand c'est à 200, c'est cuit. Hein. On se regarde, tu vois, et on cherche comment passer à l'étape supérieure. Quand c'est à 18, 20, quand c'est à 14, 15, 16, 17, ça bouge, ça vient de commencer à bouger. C'est maintenant qu'on court, c'est maintenant qu'on met en place tout ce qu'il faut pour bloquer. Et donc ça va être mon conseil à tous ceux qui ont déjà, j'espère que non, à tous ceux qui ont déjà eu une anomalie rénale, retournez voir votre médecin, discutez-en, organisez le soin. Ça peut être juste une simple surveillance, ça suffit quelquefois. Tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les 12 mois, voilà, ça suffit à rattraper ce qui est à rattraper, à corriger ce qui doit l'être également. Et puis, comme tu disais, pour les autres qui n'ont pas de pathologie rénale quelle qu'elle soit, on reste sur des conseils assez classiques hein, de bonne hygiène de vie, faire une activité physique, malbouffe, non. De temps en temps, un cheat day, c'est pas mal pour le moral. Hein. D'accord, mais voilà, il faut rester concentré, se dire que ce qu'on sacrifie entre guillemets aujourd'hui, c'est pour pouvoir mieux vivre demain. Voilà. Et bien évidemment, manger moins salé. On a déjà dit pratiquer une activité physique régulière, d'accord? Et boire de l'eau. Ça, c'est le volet litigieux. Quelle quantité il faut boire? Et la réponse est plutôt simple, hein, buvez à votre soif. Un adulte normal, personne n'a besoin de lui indiquer la quantité d'eau à boire normalement. Il doit boire à sa soif. J'entends qu'il faut boire 3 litres, 4 litres, 5 litres. Il faut boire dès le lever, tout ça. Croyez-moi, vos reins n'ont pas besoin que vous les stimuliez, ils vont très bien tout seuls. Et donc, c'est 1,5 litre en moyenne par jour. Je dis en moyenne parce que si je vais à la gym le matin, j'ai déjà bu 1,5 litre le matin, tu vois. Et donc, le conseil encadré tombe un peu à l'eau. Si moi qui dis faites du sport, si vous faites le sport, vous avez bu de l'eau. D'accord? Donc, si vous n'avez pas fait de sport, par contre, et que vous êtes en train de boire 3 litres, vous mettez vos reins en hyperfiltration. Vous les mettez en hyperfiltration et ça ne sert strictement à rien. Les reins, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 20% du débit sanguin cardiaque. C'est énorme. C'est énorme. Donc, les 2 petites boules là, elles sont déjà hyper perfusées tout le temps. Et donc, vous rajoutez encore de l'eau, de la flotte tout le temps. Non. Vous buvez à votre soif, vous buvez avec une activité qui est adaptée. Quand vous êtes sédentaire, un peu raisonnablement. Quand vous êtes, je ne sais pas moi, Zémidian pour coller au contest béninois ou vous faites, comment on appelle ça à Dakar déjà, les conducteurs de bus. En tout cas, si vous avez une activité qui vous expose au soleil et qui fait que vous avez besoin de boire, hydratez-vous parce que vous avez soif. Mais ceux qui se lèvent le matin, j'en vois venir en consultation. Ils ont déjà les pieds en poteau, hein, ils sont déjà pleins d'œdème et ça vient avec 3 litres.
ça ne change rien au sujet. Et si tu permets, je vais prendre deux petites minutes Oui, bien sur sûr, bien sûr. voilà, sur cette affaire-là. On dit, mais non, la créate, elle était augmentée, le médecin a dit de boire. Alors, pause. OK, on fait pause. Si je prends un verre de sel que je mange, d'accord, et je prends le verre de sel que je mets dans un bidon de 10 litres, d'accord, la concentration change, mais la masse de sel ne change pas. On est d'accord, hein? C'est la même quantité. Donc, on a dit que la créatinine est élevée, et c'est un dosage de concentration, d'accord? Donc, rajouter de l'eau pour diluer le volume, pour faire baisser artificiellement le chiffre, n'enlève rien au problème. Au contraire, ça vous rajoute d'autres problèmes. Donc, c'est quelque chose que vraiment, ça ne sert à rien, ça nous apporte tous des problèmes. Le patient est en difficulté, le soignant en difficulté. Et donc, il faut laisser les gens boire à leur soif. Le médecin pourra toujours, au cas par cas, adapter. Si, par exemple, vous faites des infections à répétition, vous avez le droit de boire beaucoup. Si vous faites des calculs rénaux, vous avez le droit de boire beaucoup. Si vous avez une polykystose, enfin, si vous avez une drépanocytose, vous avez le droit de boire beaucoup, d'accord? Ouais, Mais les autres, non. ouais. Les autres boivent à leur soif pour qu'on ait un volume qui soit convenable et qu'on n'ait pas de surcharge par rapport à l'activité normale des reins. Et je voudrais vraiment terminer par ça parce qu'il y a des lésions rénales, on a voulu rester soft dans les étiologies. Il y a des lésions rénales qui sont vraiment typiques de cette hyperfiltration-là. Et donc, c'est vraiment documenté. Ce qu'on dit là, ça ne sert à rien de mettre une pression supplémentaire à vos reins. Voilà. Très bien. Bon, je pense que tout est dit. Euh, Christian, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a quelques questions. Donc, Je ne les vois pas, les... par contre. oui. Alors, tout à l'heure, on a parlé de la prévention. Oui. Prévention, dépistage. Alors, le dépistage, en quoi consiste le dépistage? Le dépistage, ça va être deux cibles, en tout cas la population générale. C'est une simple bandelette urinaire à faire. Donc, vous faites pipi, on trempe la bandelette dedans, on lit. Et donc ça va être le truc le plus basique, le plus accessible à faire. Et en complément de ça, on a des prélèvements sanguins qu'on fait régulièrement, pas que de créate, hein, voilà. Il y a d'autres choses à doser. Vos médecins pourront savoir. J'aime bien l'idée d'avoir un soin qui est appliqué à chacun, pas de quelque chose de généralisé et qu'on prescrit tous azimuts. Et donc, votre médecin, en fonction de votre histoire à vous, de votre histoire familiale, des antécédents, de papa qui a été malade, etc., peut nécessiter, on peut partir d'un fils ou d'une fille pour refaire le diagnostic des parents qui sont malades depuis longtemps et qui, eux, n'ont pas eu la chance de bénéficier d'un plateau technique, d'une capacité de soins ou de diagnostic qui soit avancée. Voilà. Très bien. Donc, pour résumer, ce soir, vous parlez de la prévention, le dépistage très important au cas par cas. Et les mesures qu'on vous recommande, c'est manger moins salé, faites de l'activité physique de façon régulière. Et comme nous l'a dit tout à l'heure, sauf en cas de pathologie, buvez seulement à votre soif. Et en C'est ça. moyenne, 1,5 litre. Parfait. Voilà. Mais voilà. Ismaël, je viens de voir la question de Monique. C'est pas Nietzsche, je me suis trompé. Donc, toutes mes excuses, Monique. Alors, je vois la question que maintenant, puisque j'ai une autre amie, docteur Monique, qui est néphrologue comme moi, et je pensais que c'est elle qui avait posé la question. Ah, d'accord. Donc, là, est-il vrai que le calcul de la clairance... Gynéco, Pardon? Gynéco, c'est elle qui a posé la question. Elle est gynéco? Oui, Monique Gynéco. Ah, d'accord, très bien. Ben, il y a beaucoup de docteurs Monique alors. Euh, donc, réponse très simple, hein, la formule du sujet noir existe, il y a des adaptations. Pour la clairance, il n'y a pas toutes les clairances se calculent chez toutes les races, donc chez les sujets noirs aussi.
Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que on a fait le tour de l'insuffisance rénale. Et n'oubliez pas, les reins ne sont pas dans le dos, hein. Les reins sont dans la cavité abdominale. Donc attention, ne confondez pas les douleurs de dos à une pathologie rénale. Alors, un dernier mot, Christian. Déjà, je te remercie. Merci pour ta spontanéité, ta disponibilité. Merci pour à toi. ce live très instructif. Et voilà, que... peut-être de vous voir bientôt par ici. On croise les doigts. Oui, tu as quelque chose à dire? Non, te remercier aussi pour l'opportunité. Ça fait longtemps que j'ai plus été en ligne, on va dire. Donc, merci pour l'opportunité. J'espère que ça a été instructif. Et je vous encourage vraiment d'aller au-devant de la peur, de ne pas se laisser dominer par ça, même si on a déjà eu dans sa famille, dans son environnement immédiat, des gens qui souffrent de pathologie rénale. Ça se soigne vraiment très, très, très bien aujourd'hui. Voilà. Et encore une dernière question de Ifé. Un parent à moi souffert d'insuffisance rénale chronique. Y a-t-il des dispositions spécifiques à prendre? Si ça... Alors, on a perdu Dr. Christian. Est-ce qu'il est avec nous? Oui. Oui. Ok, désolé. Ouais, il n'y a pas de souci. Oui, si c'est un parent proche, oui, je pense qu'il faut aller en consultation. Si c'est un ascendant immédiat, il faut. Simplement pour être rassuré, voilà, il faut être rassuré par rapport à ça. Et s'il y a des dispositions spécifiques à prendre, les gens vous conseilleront. Donc, bon courage. Il y a docteur Monique, l'autre docteur Monique, néphrologue, qui précise de ne pas calculer avec la clairance de Cockcroft. Donc, les personnes concernées comprendront le message. Ça, c'est pas pour le grand public non plus. Alors, merci à tous les néphrologues qui nous ont suivis, qui sont restés en sous-marin là. Il y en a quelques-uns, effectivement. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous. Et merci encore, Christian. Et on se dit à très bientôt. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonne fin de semaine et à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao.